RCJ. RCJ, bien plus qu'une radio. L'invité politique du jeudi, Nadège Puljac-Hermann. 12h33, effectivement, l'invité politique du jeudi, Nadège Puljac-Hermann, qui reçoit aujourd'hui Eduardo Riancipel, député socialiste de la 8e circonscription de Seine-et-Marne. Madame, monsieur, bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur le député. Hier, la police a arrêté par hasard un homme qui s'apprêtait à commettre un attentat contre 2 églises à Villejuif. Manuel Valls a dit ce matin que 5 attentats avaient été déjoués en France ces derniers mois. Est-ce que la France est en guerre ? La France est sous très haute menace terroriste. Et nous le disons depuis des mois, depuis même très longtemps avant les attentats qui ont frappé Paris et la banlieue parisienne au mois de janvier dernier. Cette affaire, cet attentat déjoué ou évité, et effectivement il y a une part de hasard dans cette affaire, ne fait que confirmer le très haut niveau de menace, le très haut risque terroriste que notre pays subit. Et ce risque terroriste est un terrorisme d'une nouvelle façon, d'un nouveau type, puisque c'est un terrorisme qui est très disséminé, qui concerne aussi bien des Français qui sont chez nous et qui sont tentés par le terrorisme de type djihadisme. Et donc, c'est la raison pour laquelle il faut que nous gardions notre vigilance et que nous continuions de mener ce combat, cette lutte implacable pour mettre, à chaque fois que nécessaire, hors d'état de nuire tous ceux qui veulent porter atteinte à la France et aux Français. Mais pourquoi est-ce que le gouvernement a choisi de dévoiler cet attentat-là, puisque c'est le 5e ? Je crois que c'est une bonne chose que le gouvernement dise la vérité aux Français, qu'il ne cache pas les affaires les plus terribles qui peuvent menacer notre pays. Il y a un devoir de vérité, c'est ce que je crois a fait le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre et le Président de la République, sans par ailleurs chercher à créer une quelconque panique que recherchent par ailleurs aussi les terroristes. Ils veulent créer un sentiment de peur, ils veulent créer la panique, ils veulent par définition terroriser les Français. Nous devons être fermes, soudés et en même temps dire la vérité aux Français pour dire tout simplement la menace qui est là et qui est une menace durable. Oui, enfin, dire la vérité aux Français, mais ça, le 5e attentat, et il nous en parle seulement maintenant. Henri Guénaud parle d'une surdramatisation, Marine Le Pen d'une très lourde défaillance de l'État. Vous leur répondez quoi ? Que d'abord, ce n'est pas surdramatiser que de dire la vérité et les faits aux Français, et qu'un attentat qui n'a pas eu lieu n'est pas un dysfonctionnement de quelconque service de police. Parce que autant il y a une part de hasard, autant il y a une efficacité de la part des services de police et de renseignement. Pourquoi ? Parce que cet individu, si nous voyons les informations qui nous sont disponibles aujourd'hui, a été repéré parce qu'il a été annoncé avec une balle dans la jambe. À ce moment-là, on appelle le SAMU, mais rien ne permettait de lier cet individu blessé par une balle à son véhicule dans lequel étaient les armes, les kalachnikovs, les gilets pare-balles. Ça, c'est grâce à l'efficacité de la police. C'est tout simplement le travail de la police qui immédiatement suit des traces de sang et qui tombe donc sur ce véhicule. Ils n'étaient pas obligés de faire cette démarche. Ils auraient pu simplement s'occuper de l'individu, de l'emmener à l'hôpital, de l'interroger. Donc, ils ont eu une suspicion qui leur a permis de immédiatement saisir la vérité, parce que s'il y avait un complice, et peut-être qu'il y en a, peut-être que ce complice aurait pu récupérer la voiture et faire l'attentat à la place de celui qui s'apprêtait à le faire. Donc il y a une part de réussite. Peut-être il y a un complice. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Les éléments qui sont aujourd'hui à travers vos confrères, sur la place publique, par le procureur de la République lui-même, qui a parlé clairement d'un contact en Syrie. Et par ailleurs, les éléments, nous savons toujours, ce terrorisme, je le qualifie de solo djihad. Parce que c'est la réalité aujourd'hui, des individus qui, seuls, peuvent passer à l'acte. Mais ils ne sont jamais totalement seuls. Il y a toujours un minimum de réseaux, de combinaisons pour obtenir les armes, pour obtenir les moyens logistiques. Apparemment, il avait plusieurs kalachnikovs, des pistolets, des revolvers, enfin, des gilets pare-balles, ça doit se trouver quelque part, tout cela. Absolument, et d'ailleurs, les milieux de la criminalité organisée sont des fournisseurs d'armes, aussi bien pour le grand banditisme que pour les terroristes. Donc il y a un lien entre le grand banditisme et le terrorisme. Pas nécessairement direct, mais en tout cas, il est manifeste que les terroristes ou les candidats au terrorisme djihadiste s'approvisionnent en armes auprès des milieux de la grande criminalité, auprès des trafiquants d'armes. Ce ne sont pas des terroristes qui ont leur propre magasin d'armes à disposition. Il faut qu'ils aillent se fournir quelque part. Donc il y a toujours un minimum de réseau. Donc il n'y a pas de
loup solitaire totalement, mais quand je parle de solo djihad, je dis par là qu'il y a une possibilité d'un seul individu de passer à l'acte avec une kalachnikov ou avec n'importe quelle autre arme, un couteau, et effectivement passer à l'acte pour commettre un attentat de cette nature. Et ça se fait suffisamment de dégâts pour qu'on les prenne au sérieux. Oui, alors justement, vous parliez de la Syrie. Alors, ça semble clair, en tous les cas, que le terroriste de Villejuif est en liaison avec des personnes en Syrie qui lui donnaient des ordres, comme celui d'aller tuer des chrétiens dans des églises. Donc, c'est ce qu'il s'apprêtait à faire dans 2 églises à Villejuif. On se doute bien que la police ne peut pas surveiller toutes les communications, que ce soit par téléphone ou par Internet. Comment est-ce qu'on peut être plus vigilant? Alors, c'est un vrai casse-tête pour la police. C'est un travail monumental. C'est comme rechercher une aiguille dans une botte de foin. Et la botte de foin, elle est aussi grande que la France. Aujourd'hui, ce sont les 67 millions de Français qui sont visés par ces terroristes. Et par conséquent, il y a un travail fin à faire de tous les instants qui fait que, effectivement, les services de renseignement sont systématiquement pris par le suivi aujourd'hui de 3000 ou plus de 3000 personnes qui sont de près ou de loin concernées par le terrorisme en France. C'est un travail difficile qui demande une concentration de tous les instants. Et la loi sur le renseignement, alors ça va aider la police? Elle aidera incontestablement, même si cette loi n'est pas une loi de circonstance faite juste après les attentats de janvier. Cette loi a plus de 2 ans de travail derrière elle. J'en veux pour preuve un rapport de la mission d'information du député Jean-Jacques Urvoas et le député UMP Vercher, justement sur le cadre juridique à donner aux services de renseignement. Mais elle permet de donner des moyens supplémentaires encadrant ce que peuvent faire les services, notamment en matière d'écoute, en matière d'interception des connexions sur Internet. Et c'est tout cela aussi que la loi permettra de renforcer les services de renseignement pour être plus efficaces. Et il y a d'autres dispositions qui doivent être faites sur le renseignement territorial humain, des choses que nous avons déjà mises en place depuis plusieurs mois. Et s'agissant effectivement des réseaux extérieurs, cela montre le lien qu'il y a entre des conflits et des foyers de tension terroristes à l'extérieur, au Sahel ou en Syrie ou en Irak, qui mobilisent, entraînent malheureusement des compatriotes et des personnes en France. Et parfois, des ordres peuvent être donnés en effet de Syrie. Nous verrons à travers l'enquête si c'est le cas. Et c'est la raison pour laquelle aussi les services de renseignement extérieurs interceptent des communications extérieures pour aussi préserver notre sécurité à travers cela. Il y a quand même des députés à droite, mais aussi à gauche d'ailleurs, la gauche de la gauche, enfin la gauche du Parti Socialiste plus exactement, qui craignent que cette loi soit liberticide. Je pense à Patrick Devedjian ou Henri Guénaud à droite, et d'autres à gauche, et aussi les Français le disent, on le voit dans les médias, on a peur, est-ce que ça met pas en danger nos libertés? Alors qu'est-ce que vous répondez? Qu'est-ce que vous leur répondez? Il y a un risque tout de même qu'on est obligé de changer un petit peu nos modes de vie, on est obligé de restreindre nos libertés pour faire face à cette guerre dont on parlait tout à l'heure? Non, on ne doit pas restreindre nos libertés. Et cette loi, précisément, cadre ce que peuvent faire les services de renseignement et ce qu'ils ne peuvent pas faire. La loi définit ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire, les techniques qu'ils peuvent utiliser, à quel moment, pour combien de temps et dans quelle durée. Et donc, cette loi remplace un vide juridique sur les activités des services de renseignement. Je pense qu'il est légitime qu'il y ait ce débat et les inquiétudes, elles sont légitimes même si elles ne sont pas fondées au regard du texte sur la loi sur le renseignement. Et tous ceux qui continuent d'affirmer que la loi sur le renseignement est liberticide disent tout simplement n'importe quoi. Il faut qu'ils soient attentifs. Je les invite à lire le texte. Et ce texte d'ailleurs, dans le premier article, rappelle les libertés publiques fondamentales et les libertés personnelles et individuelles qui ont vocation à être protégées. Nous allons faire de la surveillance ciblée. Nous devons être tout simplement à la hauteur des défis d'aujourd'hui. La dernière loi sur le renseignement date de 1991, une époque où il n'y avait ni Internet ni téléphone portable. Il faut donner des moyens aux services de renseignement. Il faut dire par la loi ce qu'ils peuvent faire et ne peuvent pas faire. Et moi, je suis fier parce que cette loi, elle est une avancée démocratique, notamment parce qu'elle permet aux citoyens et à la commission de contrôle indépendante de saisir le Conseil d'État, auquel on ne pourra pas opposer le secret défense, ce qui sera une très grande nouveauté. Je crois que c'est une avancée démocratique qui protège et assure nos libertés. Il est 12h43, vous écoutez l'invité politique du jeudi. Aujourd'hui, Nadège Puljac-Hermann reçoit Eduardo Rian-Sipel, député socialiste de la 8e circonscription de Seine-et-Marne, une émission en direct.
Alors, Monsieur Riancipel, la guerre et les horreurs commises par les islamistes en Syrie, en Irak, en Libye poussent de plus en plus de ressortissants à fuir ces pays vers l'Europe. Des milliers se noient en Méditerranée aujourd'hui à l'heure où on parle. Et qu'est-ce que l'Europe concrètement doit faire pour empêcher ces morts atroces en mer ? Il y a beaucoup de choses à faire. C'est devenu une urgence. On ne peut pas supporter qu'aux portes de l'Europe, il y ait des centaines et des centaines de morts liés au conflit dans cette région, liés à la volonté de fuir ces conflits et fuir aussi la pauvreté. L'Europe doit contrôler les flux migratoires, mais elle doit aussi avoir une pensée humaine et une action aussi humaniste. Il faut d'ailleurs que l'ensemble des pays européens... On les reçoit, ça veut dire qu'il y a un minimum de dignité pour l'accueil de ces populations. Elles sont quoi à ce moment-là ? Disons-le. Laissons-les à la mer, qu'ils meurent, si personne ne veut s'en rendre compte et les traiter. Que chacun assume ses responsabilités, qu'on sorte de l'hypocrisie, qu'on traite le problème de l'immigration au niveau européen. Il faut les recevoir, il faut les partager, il faut les répartir dans les 28 pays de l'Union. Je crois qu'en tout état de cause, l'Union européenne doit prendre des dispositions à la fois pour contrôler les flux migratoires, je suis favorable. L'Union européenne a le droit et doit être plus efficace dans le contrôle des flux migratoires, c'est une évidence. Mais l'Europe aussi, c'est l'humanisme et la dignité. Donc on doit traiter les personnes qui sont aussi victimes avec dignité et humanisme et avec un certain nombre de règles. Ceux qui doivent être renvoyés chez eux avec une aide au retour doivent pouvoir bénéficier de l'aide au retour. Il y a des choses à faire au plan européen. Je demande et nous demandons avec le Parti socialiste qu'il y ait une réunion de l'ensemble des pays et de la Commission européenne pour traiter ce sujet avec urgence. Elle a été d'ailleurs annoncée, je suis satisfait qu'elle ait été annoncée. Alors aujourd'hui, il y a une réunion des dirigeants européens. Absolument. Justement, on pense à une opération militaire, je dis bien, contre les trafiquants de migrants en Libye. Ça ne va pas ajouter le chaos au chaos ? Il est certain que le chaos en Libye, où il n'y a plus d'État, où il n'y a plus de structure étatique, où c'est le club maître des terroristes, où c'est un État complètement désagrégé entre les mains des milices terroristes et différents groupes miliciens, c'est un facteur qui, en effet, conduit un certain nombre de populations du pays à fuir et donc à chercher dans le désespoir. C'est que l'ONU parle d'un demi-million de migrants cette année. Absolument. Vous avez, Nadège Puljac, un défi sans précédent, historique, pour l'ensemble de l'Union européenne en matière de flux migratoires et de crise migratoire. L'Europe, elle est en train de vivre une crise migratoire en raison des conflits dans la région du Sahel, en raison des conflits dans le Moyen-Orient. Et par conséquent, l'Europe ne peut pas rester passible. Elle ne peut pas se contenter de voir arriver les bateaux et de laisser les gens arriver en masse. Ça, c'est une évidence. Quand ils arrivent, parce et en même temps, on ne doit pas les laisser mourir se dans la mer parce que personne ne veut s'en occuper. Donc il y a des choses que l'Union européenne doit faire. Il y a des choses que chaque pays doit faire. Et il y a des choses qu'un certain nombre de points, comme le Calais, par exemple, de notre pays, on doit prendre en considération. Le ministre de l'Intérieur a fait des propositions concrètes. Elles sont judicieuses. Chacun doit mettre son effort sur la table et on doit traiter le problème au fond pour éviter, en effet, que ces bateaux de migrants continuent d'arriver sans cesse. Mais vous voyez, vous avez là un défi historique. 500 000 personnes sont potentiellement capables de rejoindre par des flux migratoires à travers la mer, à travers ces bateaux qui deviennent aujourd'hui des bateaux de la mort. Alors, le chaos qui existe dans ces pays, peut-être que l'Europe et les États-Unis d'ailleurs sont un petit peu responsables de cela. En 2011, quand la France et son président d'alors, Nicolas Sarkozy, a décidé d'attaquer la Libye pour protéger Benghazi. Il faut dire ce qui est. C'était pour protéger Benghazi qui risquait de tomber entre les mains de Kadhafi et on risquait un massacre sans précédent là-bas aussi. Les socialistes étaient d'accord avec Nicolas Sarkozy. 4 ans après, quand vous voyez ce qui se passe, vous vous dites, on a eu tort, on a eu raison. Écoutez, je suis j'ai pas envie de faire de polémique politicienne sur des affaires aussi sérieuses. Mais on peut au moins dire, et tout le monde doit prendre sa part de responsabilité, même si c'était Nicolas Sarkozy le président d'alors, il y a eu l'intervention militaire que nous avions effectivement soutenue. Mais en même temps, force est de constater que l'après-intervention militaire n'a pas été préparée. Nous avons tiré les leçons de cela et nous avons fait autrement au Mali, en préparant l'après. C'est-à-dire qu'il faut répondre après l'intervention militaire à une situation politique sans laquelle vous avez une déstabilisation du pays. Mais c'est ce qui se passe actuellement. C'est un chaos total. Et aujourd'hui, il est entre les mains de groupes terroristes, de milices qui provoquent une crise humanitaire, une crise sécuritaire sans précédent
avec toutes les conséquences que vous voyez aujourd'hui aux portes de l'Europe avec ces bateaux de migrants notamment. Donc, quand vous faites une intervention militaire pour éviter un massacre d'un régime totalitaire comme ce fut le cas en Libye, comme ce fut le cas avec l'attaque terroriste qui allait être perpétrée contre Bamako à la fin de l'année 2012, vous devez penser à l'après, créer les conditions politiques d'un retour à un équilibre politique, de retour à un accord politique, à une solution politique qui permet de garder les institutions de l'État et de préserver justement la stabilité du pays. Ce fut la même chose en Irak. Si nous avons aujourd'hui le chaos en Irak, le pays qui ne contrôle pas justement son territoire et l'avancée de l'organisation terroriste État islamique, c'est parce qu'après l'intervention américaine, il n'y a pas eu de solution politique qui permettait de stabiliser l'ensemble des sensibilités politiques en Irak, entre chiites, sunnites et les autres. Donc, quand il y a une intervention, il faut penser l'après avec les populations locales, avec les forces politiques locales, sans quoi c'est le chaos, avec toutes les conséquences dans la durée qu'on observe aujourd'hui. L'avènement de l'État islamique, organisation terroriste, l'avènement aujourd'hui de ces migrants qui fuient une bonne partie de la Libye et de la Méditerranée et de la Syrie pour rejoindre l'Europe, c'est-à-dire pour sortir du chaos, pour rejoindre la paix. Alors, on parlait tout à l'heure de cette loi sur le renseignement. Le président Hollande a décidé de saisir lui-même le Conseil constitutionnel sur la loi. C'est une première pour un président et c'est très étonnant, il me semble, pour le gardien en chef de la Constitution, qu'est le président de la République, de demander son avis au Conseil constitutionnel. On a l'impression qu'il finalement, il n'est pas sûr de lui. Pas du tout. Je salue la décision du président Hollande de saisir lui-même le Conseil constitutionnel. C'est vrai, c'est une décision inédite, mais qui marque la force du président qui, en tant que garant, saisit la plus haute autorité constitutionnelle du pays par définition, tout simplement pour regarder si, en effet, la loi que nous proposons est conforme à la Constitution et donc conforme aux libertés fondamentales, conforme aux libertés individuelles. Je crois que c'est un élément qui permet aussi de rassurer dans le débat, qui montre que le président n'a pas peur de saisir le Conseil constitutionnel, et que, puisque la question se pose dans plusieurs milieux, plusieurs segments de la société française, sur la loi, sur le renseignement, eh bien les choses seront clarifiées. Si le Conseil constitutionnel valide la loi, c'est qu'elle est conforme à nos libertés et que toutes les polémiques et toutes les questions qui sont venues n'étaient pas fondées. Et si ce n'est pas le cas, ça reviendra à l'Assemblée nationale, nous corrigerons le texte. Il faut être très tranquille, très serein. Je pense que ça montre que le président de la République est surtout au-dessus de la mêlée politique, au-dessus de jeu, dans sa fonction de garant des institutions, de garant des libertés fondamentales. Je crois qu'il a pris une décision forte et juste. Alors la cote de François Hollande est retombée à peu près à son niveau devant les attentats de janvier, c'est 21% environ. Ça aussi c'est une première. Qu'est-ce qu'il peut faire pour convaincre les Français qu'il est dans son, enfin qu'il est un bon président, parce que ça n'a pas l'air d'être le cas pour l'instant. Enfin les Français en tous les cas, il l'est peut-être. Hein, je ne porte pas moi de jugement. Mais enfin les Français eux n'ont pas l'air d'être convaincus puisqu'il y a que 21% qui disent qu'il est un bon président. Oui. Qu'est-ce qu'il peut faire pour changer ça? Pourquoi on en est là? D'abord je me souviens qu'il était à 13%. Donc ne plus être à 13 et être à 21, c'est déjà un effort. C'est une augmentation. C'est quasiment du simple au double. Donc reconnaissons qu'il a doublé son résultat dans l'opinion française d'une part. Et puis d'autre part, on ne fait pas une politique pour avoir des bons sondages. Qu'est-ce que j'interprète dans ces sondages qui sont en effet fragiles? Je crois que ça montre une certaine impatience des Français à l'égard des résultats de la politique, notamment économique, en matière de lutte contre le chômage et de lutte pour l'emploi. Je crois que ça dénote simplement une attente. Parfois, il y a de la colère, hein, mais aussi un mécontentement, mais surtout une attente, une insatisfaction liée à la situation économique. La croissance n'est pas encore vraiment revenue, le chômage n'a pas encore commencé à baisser. Je crois que les sondages à l'égard du président de la République indiquent cela. Qu'il allait inverser la courbe du chômage quand même en 2013. Hein, je crois qu'il finira par l'inverser, et même si ça vient plus tard que prévu. Alors, il n'aurait pas dû dire en 2013, peut-être qu'il a été trop impatient. Et écoutez, il n'a pas fait une autre gaffe aussi en disant, comparant le Parti communiste, enfin plutôt le Front national d'aujourd'hui au Parti communiste des années 70, ça n'a pas plu ça, hein? Oui, j'ai entendu toutes les critiques, mais je crois que si on fait encore une fois un mauvais procès, puisque le président de la République clairement dit qu'il ne confond pas les positions du Parti communiste sur l'immigration, sur les étrangers, sur l'aspect républicain avec le Front national. C'était simplement sur des questions de fermeture des frontières. Mettons ce sujet derrière nous. Je crois que le président est suffisamment lucide. Il connaît le Parti communiste français et il connaît les thèses du Front national. Il n'y a pas d'ambiguïté sur le sujet. Monsieur Riancipel, vous savez, c'est ma dernière question aujourd'hui. C'est Yom Ha'atzmaut, la fête de l'indépendance d'Israël. Le pays fête ses 67 ans. Eh bien, qu'est-ce que vous lui souhaitez à Israël pour ses 67 ans? Eh bien, un joyeux anniversaire.
Et je souhaite à Israël comme au peuple palestinien de trouver la paix ensemble. Je crois que c'est le moment. 12h53, c'est la fin de l'invité politique du jeudi. Nadège Pulja-Kerman recevait Édouard Dorian-Sipel, député socialiste de la 8e circonscription de Seine-et-Marne. RCJ 94.8, un média du Fonds social juif unifié. Avec Elal, Israël aujourd'hui, plus que jamais. Venez profiter d'un mois de rêve. Offrez-vous vite le temps d'un week-end à Tel Aviv. Douceur, mer et détente. En juin, profitez de l'aller-retour Elal à partir de 385 € TTC. Besoin d'un hôtel? Forfait vol Elal, plus 4 nuits en hôtel 4 étoiles à Tel Aviv à partir de 839 €. Offre soumise à condition. Renseignez-vous vite auprès de votre agent de voyage habituel ou Elal au 01 40 20 90 90. À l'occasion du 67e anniversaire de l'État d'Israël, les bières Maccabi vous souhaitent une excellente fête. Chag Sameach. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Votre sécurité ? Oui, mais à quel prix ? C'est pourquoi les établissements Marco proposent le blindage de votre porte pour 590 €, main d'œuvre comprise. Une serrure avec 7 points, agréé assurance, une tôle de blindage en fer, plus un jeu de cornière anti-pince. Alors pour votre sécurité et celle de votre porte-monnaie, demandez votre devis gratuit sur place ou par téléphone aux établissements Marco. 01 43 73 52 57. 01 43 73 52 57. Possibilité de paiement en plusieurs fois. AGS, déménagement international. AGS, spécialiste du déménagement vers Israël. AGS vous offre des tarifs compétitifs en groupage ou conteneurs personnalisés à destination d'Israël. AGS s'occupe de toutes les documentations douanières en Israël. Plus de 40 ans d'expérience pour déménager en toute sérénité. Appelez votre contact dédié, Eric Ben Simon, au 01 40 80 20 35, 01 40 80 20 35 pour un devis gratuit. AGS, déménagement international. AGS, nous vous devons le meilleur à destination d'Israël. Le mot de la semaine, Brigitte Rosen. Égalité. Bien sûr, on va penser à liberté, égalité, fraternité. Égalité, comme on voudrait y croire. Mais revenons à un principe de réalité cette fois. Nous ne sommes pas égaux. Les hommes, les femmes ne sont pas égaux. Certains sont très brillants, intelligents, d'autres un peu moins, mais ont d'autres qualités. Certains sont beaux, de l'intérieur, de l'extérieur, d'autres un peu moins. Certains sont bagarreurs, courageux, ont le sens de la résilience, d'autres moins, sont plus victimisantes. Certains sont des meneurs, d'autres pas, mais ils sont complémentaires. Mais l'égalité, n'est-ce pas le principe, la possibilité d'évoquer pour tous les mêmes droits ? N'est-ce pas une forme de compensation qui permet à chacun d'avoir sa vraie et juste place et de s'y sentir bien ? L'égalité ne doit-elle pas alors se poser comme postulat de l'organisation d'une société, sachant qu'il y a une forme d'égalité possible que nous trouvons dans la spiritualité ? RCJ, plus qu'une radio. La météo avec Swiss International Airlines. Swiss, plus de 100 destinations dans le monde. Renseignements sur swiss.com. L'été s'installe sur la capitale, un magnifique soleil aujourd'hui encore, il faut en profiter, le temps va tourner demain. Comme hier, nuages encore à Tel Aviv, mais là aussi, le temps va changer et le soleil devrait réapparaître dès demain. À Tokyo, nuages et pluie toute la journée. C'était la météo avec Swiss International Airlines. Swiss, plus de 100 destinations dans le monde. Renseignements sur swiss.com. Avec Elal, Israël aujourd'hui, plus que jamais. Venez profiter d'un mois de rêve. Offrez-vous vite le temps d'un week-end à Jérusalem. Douceur, détente et cocktail. En juin, profitez de l'aller-retour Elal à partir de 385 € TTC. Besoin d'un hôtel ? Forfait vol Elal, plus 4 nuits en hôtel 4 étoiles à Jérusalem à partir de 756 €. Offre soumise à condition. Renseignez-vous vite auprès de votre agent de voyage habituel ou Elal au 01 40 20 90 90.
encore moins cher. Chez Mobeco, détaillant grossiste, 247 rue de Belleville, grand choix d'armoires de rangement et dressing de fabrication française, livré, monté, installé et garantie 5 ans. Devis gratuit. Mobeco rembourse la différence si vous trouvez moins cher le mois suivant l'achat. Mobeco, 247 rue de Belleville, Paris 19e, métro Télégraphe. Ouvert 7 jours sur 7. 01 42 08 71 00. 01 42 08 71 00. 7 jours sur 7. À l'occasion du 67e anniversaire de l'État d'Israël, les bières Maccabi vous souhaitent une excellente fête. Chag Sameach. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Donnez à votre salle de bain une dimension jamais vue. Boutique Showroom, Bain et Déco. Découvrez les dernières tendances dans l'univers de la salle de bain sur plus de 500 mètres carrés. Du carrelage à l'accessoire, les marques les plus prestigieuses sont référencées chez Bain et Déco. Une équipe d'architectes est à votre écoute pour vous conseiller, concevoir et réaliser votre projet. Bain et Déco, offrez-vous le luxe d'une salle de bain unique. Bain et Déco, 100 avenue Ledru-Rollin, Paris 11e. 01 55 28 60 20. Vous êtes à la recherche d'un appartement en Israël pour investir ou pour y vivre. Amouyal Frères et Fils, c'est 40 ans d'expérience dans le domaine de l'immobilier mis à votre disposition. Notre agence, basée à Paris, a des projets dans tout Israël. Des appartements à partir de 799 000 shekels, soit environ 180 000 euros. Amouyal Frères et Fils facilite votre achat en Israël. Contactez-nous au 06 25 31 44 47. 06 25 31 44 47. RCJ 94.8, plus qu'une radio. Et bien voilà, un 12-13 très dense aujourd'hui. C'est le jour de Yom Ha'atzmaut, c'est le jour de l'indépendance de l'État d'Israël. C'est aujourd'hui que les Israéliens, jour chômé, ce qui est assez rare en Israël, peuvent profiter de leur journée de pluie pour marquer le 67e anniversaire de l'État juif. Et donc l'information aujourd'hui en provenance d'Israël est une information joyeuse. Je vous rappelle que ce jour suit celui du Yom HaZikaron, le jour du souvenir, un jour de commémoration des soldats tombés au champ d'honneur et des victimes du terrorisme. Hier, de très nombreux discours pour marquer cette journée de deuil et de souvenir. 4 mois, moins de 4 mois après les attaques djihadistes de Paris, un attentat imminent contre une ou deux églises catholiques ont été déjoués par les autorités françaises. Tout à l'heure, le Premier ministre Manuel Valls parlait de 5 attentats déjoués. Manuel Valls qui l'a rappelé, eh bien c'est la première fois que les catholiques de France sont visés par ces attaques terroristes. Les évêques de France appellent à ne pas céder à la peur après ces révélations d'attentats déjoués contre des églises, notamment à Villejuif en banlieue parisienne. Et puis un homme a été interpellé, c'est d'ailleurs par lui que tout a commencé, un peu par hasard. Un homme a été interpellé, il serait à l'origine donc de ces attentats déjoués et également tout à fait lié à une autre affaire, le meurtre d'une jeune femme, Aurélie Châtelain, à Villejuif. Justement, cet homme a 24 ans, c'est un étudiant en informatique. Pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus et dans les heures qui viennent, très vraisemblablement, eh bien, on en saura plus sur Sid Ahmed Glam, cet étudiant attiré par le djihad. À noter que le maire de Caudry, la ville du Nord dont était originaire Aurélie Châtelain, assassinée donc à Villejuif, va proposer que la Légion d'honneur lui soit remise à titre posthume. Au deuxième jour de son procès en Allemagne, l'ancien comptable d'Auschwitz, Gröning, a replongé ses juges dans l'horreur du camp d'Auschwitz, de l'arrivée à Birkenau aux infâmes expériences de celui qui se faisait appeler docteur. Il s'agit de Mengele. Enfin, le ministre du Travail, François Rebsamen, a défendu une loi de progrès social après la présentation en Conseil des ministres de son projet de loi sur le dialogue social, estimant que le texte correspond à une double exigence démocratique et économique. Voilà, c'est la fin de ce 12-13. 12h
et 3 minutes, Yom Ha'atzmaut, nous le disions à l'instant, hop, l'espoir, la gaieté, la joie, c'est effectivement ce que nous souhaitons, nous, à l'État d'Israël. I know a place where we can be free, we will be stronger, so long.